Il y aura également la question ou les questions de la jeunesse et de l'éducation. Brièvement aussi, on parlera de l'économie. Et enfin, nous aborderons la question de la paix et de la sécurité. Et nous avons prévu de vous projeter un extrait d'un documentaire qui est en finition actuellement et qui revient sur cette année de la présidence congolaise de l'Union africaine. Et donc, sans plus tarder, je vais inviter le professeur Ntumba Louaba, coordonnateur du panel, qui va prendre la parole introductive. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Je vais commencer par saluer les amis, frères et sœurs de la presse qui sont là présents. Nous allons rendre compte, la reddition de compte, ce qui a pu être réalisé pendant la mandature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a exercé de février 2021 à février 2022, avec brillance, avec brio, avec beaucoup de leadership reconnu par tous ses homologues. Il est respecté à travers le continent et il a fait respecter la République démocratique du Congo. Lorsqu'il accède à la tête de l'Union africaine, c'est dans un contexte particulier. Nous sommes tous blottis dans nos maisons, nous sommes tous confinés, le monde se referme, les grandes compagnies sont bloquées au sol, c'est le règne de la pandémie, sinon la terreur, un mal qui répand la terreur. Comme disait La Fontaine, tout le monde s'enferme. Et la question se pose de savoir si l'accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, par conséquent la remise reprise, allait se faire en présentiel ou en virtuel. À l'unanimité, moins une voix, une seule position, tous les chefs d'État et de gouvernement se disent, avec cette pandémie, vaut mieux le faire en virtuel. Le président de la République élève la voix, en même temps la voix de la République démocratique du Congo, en se disant il faut sauvegarder la symbolique de l'accession à la présidence en exercice de l'Union africaine et de la remise reprise. Il n'est pas normal d'accéder à la présidence en exercice d'une aussi grande organisation panafricaine créée par les Kwame Nkrumah, les Nasser, les Modibo Keïta, Senghor et j'en passe, et qu'il fallait qu'il fasse, bien que des presses en ligne ont parlé de 500 Congolais présents, non, il n'y en avait pas plus de 50. Et c'est là qu'il va accéder à la présidence en exercice, sous les signes d'abord de l'agenda 2063 que tout le monde connaît, l'Afrique que nous voulons édifier, l'Afrique que nous voulons construire. Ça, c'est la vision de l'agenda 2063. Mais comme vous le savez, chaque année, l'Union africaine
choisi une thématique annuelle pour marquer une présence en exercice. Et pour la mandature du président de la République, la thématique annuelle, au grand plaisir du professeur Isidore Ndayouel, qui ne cessait chaque fois de nous rappeler que mais la thématique annuelle reste tout de même art, culture, patrimoine. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il devait promouvoir l'art, culture et patrimoine. Et il a tellement bien fait que la rumba est au patrimoine mondial. Le professeur Ndayouel pourra vous en parler. Mais il a voulu, ce grand homme qui dit le peuple d'abord, il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, où souvent le peuple n'est pas entendu, où le peuple considère qu'il n'est pas présent, placer son mandat au service des populations africaines, des peuples africains, d'où sa vision spécifique d'une union africaine au service de peuples. Et il a mis l'accent là-dessus parce que c'est avec Cyril Ramaphosa, par exemple, John Kengasong, le président de la République a été vraiment au front de la lutte contre les Covid et dans d'autres domaines comme culturel, ça s'est vu, et dans d'autres secteurs encore. Permettez-moi à ce niveau de savoir gérer mon temps de parole. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je voudrais profiter de ce temps que, grâce à notre amitié, le professeur Kassongo Mouema m'accorde encore 3 minutes. Vous voyez, l'amitié, ça compte. Je vais en profiter pour vous dire que ce panel a été mis en place comme structure d'accompagnement de la mandature du président de la République à la tête de l'Union africaine, je l'ai déjà dit, mais il est composé de 8 hautes personnalités, de grandes personnalités, de grandes intelligences de ces pays, dont je suis toujours très fier. Nous avons fait un travail d'équipe sans tiraillement comme ça existe souvent ailleurs. Nous avons pu travailler en nous disant il faut faire gagner la RDC, il faut faire gagner la vision du président de la République. Alors, ils sont là, ils sont présents. Moi, je n'ai été que le coordonnateur. Donc, j'aimerais bien commencer par vous présenter le professeur Isidore Ndayouel, qui a été chargé du pilier de la culture. Il reviendra là-dessus. Je blague avec lui en lui disant qu'il a été mon intérimaire permanent ou perpétuel chaque fois que je n'étais pas présent. Et j'en profite pour le remercier. Et comme c'est l'année où le chef de l'État a été déclaré champion de la masculinité positive, de la lutte contre les violences sexuelles, les viols basés sur le genre, je m'en voudrais que mes collègues me permettent de ne pas suivre l'ordonnance et de citer d'abord les dames. Donc nous avons Madame Julienne Sengue, et c'est la dame genre, la dame qui, même au sein du panel, nous rappelait que cette phrase n'est pas très masculinité positive, même au coordonnateur. Nous avons Madame Raïssa, Dr Raïssa Kalenga, Maloua Kalenga. Non du tout, pas de Maloutoukwa. Ok. Mais il y a quand même, voilà, je comprends. Kalenga, c'est une autre personne. Oui, Voilà. c'est le père. Voilà. Oui, il y a un peu du père dans... Moi, j'ai connu le père, je connais la fille. Donc, il y a un peu du père.
Madame Raïssa, qui est... Bon, qui est chargée des questions jeunesse, mais je voulais dire qui est physicienne, un docteur en physique nucléaire, n'est-ce pas? Donc on doit être fiers. Vraiment, nous avons de la crème intellectuelle, docteur en physique nucléaire. Permettez-moi de dire comme son père, qui était docteur, professeur en physique nucléaire et qui a dirigé le KNK. Vous avez des défis à relever, madame. Alors, le professeur Mokoko Samba, que vous connaissez très bien, qui a été vice-premier ministre chargé du budget, spécialiste des questions budgétaires. Et comme me disait le président de la République, le japonais du panel, c'est un des tout premiers à obtenir sa thèse au Japon. Je crois que je vais excéder mon temps de parole. Je passe au professeur Ngokwei. Professeur Ngokwei, qui nous a été très indispensable en matière de lutte contre le Covid, en matière de santé et pour le climat. Je vais être bref, c'est un des Congolais qui a atteint un des niveaux les plus élevés au sein du système des Nations Unies. Il pourra préciser lui-même. Nous avons l'ambassadeur Zenon Mukongo. Zenon Mukongo, il est là, il est au bout. Vous le voyez revêtu de toute la solennité des ambassadeurs. Il paraît que les ambassadeurs ne doivent pas trop rigoler. Il a été longtemps, 18 ans à New York, ensuite ambassadeur à Genève. C'est-à-dire là-bas, vous êtes auprès du pays et vous êtes également auprès des institutions des Nations Unies. Donc, il est le rapporteur du panel. Le rapporteur adjoint, notre Lucien, comme on aime bien l'appeler dans le panel, qui a joué un très très grand rôle. Et il a été, Lucien Lundula a été longtemps, plus de 2 décennies, il a travaillé comme fonctionnaire international aux ACP, avec une grande expérience qui nous a beaucoup bénéficié. Professeur, je m'arrête là parce qu'il faut savoir s'arrêter. Merci beaucoup, professeur. Alors, nous allons respecter, tant que faire se peut, la hiérarchisation des thèmes à développer brièvement devant vous. On essaiera de tenir la cadence. On a accordé 5 minutes à chaque intervenant, sachant que derrière, nous pourrons toujours, en répondant à vos questions, entrer peut-être plus en profondeur des questions qui n'auront pas été évoquées. Alors nous commencerons par le thème de l'année, art et culture, la construction de la que nous voulons, art et culture en tant que patrimoine. Alors, professeur, je ne sais pas quel est assez professeur qui va bûcher sur ce thème. Dans laquelle nous avons travaillé toute cette année. Et je suis heureux que le professeur Ntumba, notre coordonnateur, a bien voulu rendre cette convivialité par son introduction. Mais évidemment, je vais être bien plus bref que lui. Le thème de l'année a été celui des arts, culture et patrimoine. J'ai été très heureux et très fier d'entendre le président Tshisekedi à Addis Abeba lors de la clôture de sa mandature déclarer que cette année a été une grande année de la culture. Effectivement, ce fut une très grande année.
et la République démocratique du Congo et le président Tshisekedi ont tenu le pari de la thématique proposée par l'Union africaine pour que cette année soit véritablement une grande année de la culture. Grande année par les innovations, tant sur le plan africain que sur le plan congolais. Sur le plan africain d'abord, nous devons rappeler que c'est l'année où la charte de la renaissance culturelle africaine est entrée en application. Une charte qui a été votée depuis 2006, mais il a fallu attendre qu'il y ait toutes les ratifications voulues. Et ce document est extrêmement important parce que voilà que les différents ministères de la culture en Afrique disposent enfin d'une feuille de route, une feuille de route unique qui met l'accent sur les fondamentaux de notre culture, c'est-à-dire la nécessité d'abord d'affirmer notre identité de l'unité africaine en revenant sur l'importance de notre patrimoine et deuxièmement la nécessité de soutenir la créativité, les créativités africaines dans tous les domaines. Une autre innovation de taille sur le plan africain, bon, c'est certainement le fait d'avoir pu inscrire au cours de cette période une innovation qui jusqu'ici était quelque peu sous le boisseau, bien que l'UNESCO ait décidé depuis 2019 de la célébration d'une journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Sur le plan de l'Union africaine, cette célébration n'avait jamais été intériorisée et prise en charge par l'Union africaine. Certains pays faisaient cette célébration, notamment le Ghana, mais pour la première fois, c'est inscrit dans l'agenda de l'Union africaine parce que désormais, le président de l'Union africaine, vous l'avez suivi, le 24 janvier dernier, a célébré et a fait cette célébration. On peut dire aussi que sur le plan africain, nous avons tenu à multiplier les espaces d'expression des artistes. Cette année, au cours de ce mandat, pour la première fois, l'Union africaine a soutenu l'existence d'un pavillon de cinéma africain en marge du festival de Cannes. Pour la première fois, des jeunes cinéastes africains se sont exprimés et nous n'avons pas pu nous y rendre à cause des restrictions de la Covid, mais j'étais très heureux de noter qu'il y a eu un jeune cinéaste congolais qui a été également mis à l'honneur. Faut-il insister dans les innovations sur le Grand Prix panafricain de littérature qui constitue vraiment, je dirais, l'élément de portée, j'allais presque dire mondiale, parce que jamais on a vu la littérature être prise en charge au niveau des politiques jusqu'à voir une assemblée des chefs d'État, n'est-ce pas, applaudir un lauréat, une lauréate, en l'occurrence. Cette lauréate qui est camerounaise, Oswald Lewa, très heureusement pour nous, est une dame qui a vécu pendant 8 ans à Kinshasa. Et donc ça a été quelque part des retrouvailles. Mais lorsque, 2 minutes, oui, lorsque je parle du Grand Prix panafricain, je fais la transition sur les innovations au Congo. Parce qu'un Grand Prix panafricain porté par la République démocratique du Congo
c'est évidemment une occasion d'incitation aux lettres, aux écrivains congolais. Cette année, nous avons eu beaucoup de prix congolais à l'étranger, mais voilà un prix qui est pris en charge par les Congolais. Mais je dois dire aussi qu'il y a autre chose. Nous avons également créé un nouvel espace d'expression des artistes au Congo par la création d'un festival panafricain de Kinshasa. Chaque année, ce festival pourra avoir lieu et donner l'opportunité à nos artistes de toute discipline de s'exprimer. Nous avons également, sous cette présidence de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, publié, et c'est déjà prêt, publié une histoire de la RDC racontée aux enfants. L'ouvrage, qui est préfacé par le chef de l'État lui-même, est imprimé. Il ne reste plus que le problème de transport dans les jours et les semaines qui suivent. Cet ouvrage pourra être disponible auprès de nos enfants. Enfin, il y a la maison africaine, la maison de la culture africaine et afrodescendante, qui est également une innovation de taille. C'est un début de quelque chose qui va certainement avoir un impact dans l'avenir. Il existe ailleurs des maisons, l'Institut du monde arabe, par exemple, la maison de l'Amérique latine, mais pour une fois, nous allons avoir un centre culturel africain, un centre culturel qui met en valeur les cultures non seulement des Afriques, des régions africaines, mais également de la 6e région de l'Afrique qu'est la diaspora. Dans le domaine des innovations que nous avons eu à apporter sur le plan de l'Union africaine, il y a 2 grandes innovations de taille. D'abord, comme vous savez, cette année, la rumba a été portée. Et maintenant, n'est-ce pas, a eu maintenant un aura international par la décision de l'UNESCO. Mais en plus de ça, pour rester dans le domaine de la chanson, la RDC a offert à l'Union africaine la chanson panafricaine que vous avez suivie tout à l'heure et qui est maintenant un élément qui restera en permanence au niveau, n'est-ce pas, des activités de l'Union africaine. J'ajouterai aussi, pour terminer, que même l'hymne de l'Union africaine a connu cette année une traduction lingala. C'est un élément de plus que nous cédons à l'Union africaine. Je vous remercie. Merci. Pour la COVID-19, je demande au coordonnateur qui c'est qui va... C'est lui qui Le professeur intervient. Maintenant, c'est le professeur Bokwei. A bien entendu constitué un grand défi pendant toute cette mandature. Un grand défi par le nombre de personnes qu'elle affectait en termes de maladies, mais aussi un grand défi par le nombre de personnes qu'elle affectait en termes de décès. Face à un tel défi, il fallait bien entendu que l'organisation continentale s'organise. La pandémie à Covid-19 nous a révélé plusieurs choses. J'en citerai juste 2. La toute première, c'est la question de l'inégalité ou de l'inéquité vaccinale. On s'est rendu compte que toutes les nations ne sont pas égales face à cette maladie. Toutes les nations n'ont pas le même accès au vaccin. Un chiffre tout simple. 8% simplement d'Africains ont été vaccinés contre Covid-19, alors que dans le pays du Nord, c'est au moins 70% de personnes vaccinées. Donc, inégalité vaccinale.
Deuxième problème dont on s'est rendu compte, c'est la fragilité de nos propres systèmes de santé. Donc, face à ces deux problèmes, que faire? Face à l'inégalité vaccinale, nos chefs d'État et de gouvernement se sont décidés qu'il fallait mettre en place un système pour résoudre cette question. Et c'est quoi le système? Et ça, c'est un héritage du président de la République, c'est le lancement d'un partenariat pour la production des vaccins en Afrique. Les chefs de l'État se sont dit, mais pourquoi continuer à dépendre d'autres pays pour des besoins de base de ce genre? Non seulement ils ont affirmé la volonté politique de produire des vaccins en Afrique, mais ils ont mis en place une feuille de route nous permettant d'atteindre cet objectif. Au moment où je vous parle, l'Afrique ne produit que 1% de ses besoins en vaccins. Les chefs d'État se sont mis d'accord qu'en 2040, l'Afrique devra produire 60% de ses vaccins. Et on ne parle pas que de vaccins contre la Covid, on parle de 22 vaccins. Donc c'est dire que la Covid-19 nous a réveillés face à cette dépendance vaccinale. Mais Covid-19 nous a aussi montré la fragilité de nos systèmes de santé. Vraiment, c'est une véritable catastrophe. Pour résoudre cette question, nos chefs d'État et de gouvernement ont lancé des consultations pour développer ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre de santé publique en Afrique. Une conférence a eu lieu à Addis Abeba. Une prochaine aura lieu l'année prochaine à Kigali pour réfléchir sur les piliers de ce que doit être la santé publique en Afrique pour une fois de plus résoudre la question de notre dépendance sanitaire. Mais en plus de cela, le chef de l'État, dans sa mandature, a tenu à porter la parole de l'Afrique. Il a porté la parole de l'Afrique auprès du G20, il a porté la parole de l'Afrique dans tous les forats internationaux. Et cette parole de l'Afrique était une parole commune. Le chef de l'État ne s'est pas contenté de porter la parole de l'Afrique. Il a aussi mis en place des mécanismes au sein de l'Union africaine. Je viens de vous parler du mécanisme pour la production des vaccins en Afrique. Je pense que vous avez entendu parler déjà de l'Afrique du Sud qui a commencé, du Maroc qui a commencé, du Sénégal qui va commencer. Ça, c'est les 5 premiers groupes de pays qui vont lancer cela. Il y aura un deuxième groupe de 22 pays et nous espérons franchement que la RDC fera partie de ce pays. Mise en place de mécanismes pour gérer la crise. Il existe une plateforme africaine de fourniture de médicaments au niveau de l'Union africaine. Quel est l'intérêt de cette plateforme? Plutôt que chaque pays commande des médicaments ou des seringues ou n'importe quel produit de santé et négocie avec les institutions pharmaceutiques, c'est l'Afrique tout entière qui commande, qui donc parvient à négocier des prix réduits. Et non seulement cela, la Banque africaine d'import-export vous prête de l'argent pour que vous puissiez commander même à crédit. Donc, mise en place de mécanismes pour gérer la crise. Le professeur Toumba me rappelle que je n'ai plus que 2 minutes. Que vous dire en 2 minutes? En 2 minutes, je vous dis ceci. Covid-19 a été une crise majeure. L'Union africaine y a répondu de façon appropriée en travaillant ensemble. Le président de la République a apporté une pierre supplémentaire en attaquant de front la question de la dépendance vaccinale et en attaquant de front la question de la fragilité de nos systèmes de santé. J'ai rempli mes 2 minutes. Seulement, vous n'avez pas parlé de Doubaz. Bonjour, merci de cette occasion pour parler de ce que nous avons fait comme panel qui a accompagné la RDC à l'Union africaine. En fait,
comme le coordonnateur a dit, il y avait déjà un agenda 2063 sur lequel nous devrions aligner la vision du chef de l'État et les activités qui vont accompagner cette vision. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. Comme pilier 7, donc, nous sommes concentrés sur, on venait de dire, Madame Jarre, la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc nous avons d'abord participé et en collaboration, ça je voudrais vraiment le souligner. Nous avons travaillé en collaboration avec le ministère du Genre et aussi le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge des violences faites aux femmes. Donc, nous avons travaillé ensemble pour lancer la campagne Tolérance Zéro. Nous avons travaillé pour lancer la campagne sur l'hygiène menstruelle. C'est un vrai problème en Afrique et dans notre pays. Les jeunes filles abandonnent les écoles à cause de manque de matériel pour les protéger et pour avoir une bonne hygiène menstruelle. Donc nous avons lancé la campagne le 28 mai 21, donc de l'année dernière. Nous avons aussi, en plus de ça, comme membre du panel, et je voudrais insister que notre travail, c'était vraiment en collaboration. Et nous avons lancé la conférence de Kinshasa sur l'égalité femmes et hommes en Afrique. Et là, nous avons fait venir des femmes de différents pays d'Afrique qui sont venues ici à Kinshasa. Et à la fin de cette conférence, il y a eu une déclaration sur l'égalité des sexes en Afrique. Et cette déclaration qui a été préparée par les femmes africaines, nous l'avons transmise au niveau du chef de l'État qui en a parlé aussi à ses pairs pour appeler les hommes africains à respecter l'égalité, à pratiquer l'égalité des sexes pour avoir une Afrique que nous voulons, une Afrique qui peut se développer, une Afrique de paix. Nous avons aussi participé au forum Génération Égalité. Donc notre conférence de Kinshasa a été comme un pont entre le forum sur l'égalité organisé au Mexique et le forum de Paris. En plus de ça, nous avons travaillé avec le ministère du Genre et le bureau de la conseillère pour lancer la campagne Tolérance Zéro. Bien sûr, le chef de l'État a lancé la campagne à partir de Bunia, vous aviez suivi cela. Une autre activité que nous avons menée en tant que membre du panel, nous avons réuni ici à Kinshasa les survivants et les survivantes venus des différents pays de l'Afrique. Et c'est la première fois que les survivantes des différents pays se retrouvent et ils sont venus ici pour parler de ce qu'ils, parce qu'il y a des hommes et des femmes, qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à la réparation. Et il y a un document qui est sorti de ces assises, une déclaration aussi des survivants et survivantes sur la réparation. Enfin, nous avons aussi formé plus ou moins 100 femmes sur la médiation, parce que vous savez, notre continent est à proie aux guerres. Et nous avons choisi les femmes selon les différentes régions africaines pour que les femmes puissent être outillées pour être des vraies médiatrices pour des questions de paix dans les différents pays et même sur le continent. Et nous les avons mises en contact avec le grand réseau FemmeWise et Ewelin. Nous avons aussi organisé l'échange entre les femmes pour parler de la lutte contre les violences sexuelles. Comment ça se passe dans les différents pays. Et les femmes ont échangé, mais aussi, comme on a dit tantôt, sur l'entrepreneuriat au niveau des différents pays. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être encore amélioré, parce que vous savez, les femmes africaines doivent maintenant se lancer dans la zone de libre-échange. Avant tout cela, je voudrais dire, nous avons organisé la Journée internationale des femmes africaines et nous sommes en train de pousser avec le coordonnateur pour que cette journée soit vraiment portée au niveau de tous les pays, pour que tous les pays puissent célébrer
les efforts des femmes sur la participation dans leurs pays respectifs. Voilà un peu en gros les quelques points. Je n'ai même pas besoin de ces 2 minutes parce que j'ai fini ce que je devrais faire. Je pourrais répondre à toute autre question après. Bon, je voudrais aussi dire, il y a, dans tout ce qu'on a fait, c'était pour appuyer notre position pour que le président de la République, président de l'Union africaine, en exercice de l'Union africaine à ce moment-là, puisse être champion de la lutte de la masculinité positive et de l'égalité. Donc, c'est toutes ces actions qui ont amené à ce que, parce que vous avez ici à Kinshasa, les différents chefs d'État sont arrivés pour participer à la conférence qui a été organisée et conviée par le président de la République en tant que président de l'Union africaine sur la question de la masculinité positive. Et beaucoup se posent la question, qu'est-ce que ça signifie? Je pourrais vous répondre à ça après. Donc, notre chef d'État et notre président a été nominé par ses pairs champion de la masculinité positive parce qu'il a eu à démontrer des actions concrètes par rapport à l'avancement des droits des femmes. Merci. Merci Madame Derbois. D'abord, une conférence virtuelle convoquée par le président Biden. Ensuite, il y avait eu COP26 à Glasgow. Vous avez tous remarqué que le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a non seulement présenté la position commune africaine, mais il a aussi parlé en tant que président de la République démocratique du Congo, en présentant la République démocratique du Congo comme solution aux problèmes que posait à la lutte contre le changement climatique. Donc je voulais juste souligner cet aspect-là pour montrer que le fait d'avoir été président de l'exercice de l'Union africaine a donné une visibilité à notre pays et a donné une visibilité à l'agenda des problématiques de notre pays, notamment la question climatique. Et le professeur Tumbalaba me suggère de ne pas oublier de parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec les changements climatiques, mais qui est quelque chose de très important réalisé par le chef de l'État, le premier colloque panafricain sur la sensibilisation sur l'albinisme. C'était très très important parce qu'il s'agit d'un groupe vulnérable qui a des problèmes particuliers de discrimination, d'assassinat et d'exclusion sociale, qui a aussi des problèmes particuliers de santé, notamment santé de la peau, santé des yeux. En tant que groupe vulnérable, pendant une mandature placée sous l'égide d'une Union africaine au service de peuple, il était important qu'on voit quand même l'image de certains de ce peuple-là, notamment les albinos. Donc ce premier colloque est très important. Il a abouti à une déclaration de Kinshasa et il y aura un deuxième colloque, un troisième colloque, et nous espérons que la cause de personnes atteintes d'albinisme demeurera prioritaire dans l'agenda panafricain. Le thème de la jeunesse et de l'éducation. Oui, alors sur la question de l'éducation et de la jeunesse, plusieurs activités ont été mises en place par le panel, mais je voudrais en relever deux. Sur la question de l'éducation, le président de la République, au travers du panel, a permis l'intégration de la RDC dans l'initiative Plein Feu, qui est une initiative qui va être en fait une étude sur l'achèvement universel de l'éducation de base et sur l'acquisition des apprentissages fondamentaux en Afrique. Et donc il y a 4 pays pilotes et la RDC fait partie de ces pays pilotes. Donc c'était une initiative qui a été lancée par l'Agence de développement de l'éducation en Afrique, ADA en sigle. Ça c'est pour la question éducation. Pour la question jeunesse, on a organisé en étroite collaboration avec la direction genre, jeunesse et éducation de la Commission de l'Union africaine, l'Académie des jeunes agents de changement, qui est une académie qui a permis la formation de 150 jeunes Congolais sur les politiques et programmes de l'Union africaine en rapport avec les questions jeunesse, et pour les outiller, pour qu'ils puissent postuler dans des postes ouverts au sein de l'Union
l'Union africaine, des Nations Unies ou d'autres institutions internationales. Il faut savoir que cette Académie des jeunes agents de changement est une première en Afrique. C'est la première fois qu'un pays qui est à la tête de l'Union africaine organise une telle académie en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Voilà donc les deux activités majeures que je voulais relever ici pour la question éducation et jeunesse. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous abordons à présent les deux derniers thèmes. Nous commençons par l'économie, qui sera suivi du thème paix et sécurité. Rappeler le contexte. Le contexte stable en ce qui concerne l'Union africaine, c'est l'agenda 2063. L'agenda 2063 présente une Afrique qui rêve de devenir un continent unifié sur le plan économique, un continent dans lequel les économies sont intégrées. Vous avez vu en mai 2021, le chef de l'État prendre part à l'inauguration du pont de Kazungula qui relie la Zambie et le Botswana. Ce fut un moment fort parce que c'est ce genre de projets intégrateurs qui vont permettre de construire cette Afrique que nous voulons, une Afrique intégrée, notamment sur le plan économique, mais bien sûr, le rêve de l'Afrique, le rêve panafricain de l'Afrique, c'est une Afrique intégrée sur le plan politique également. 2021 a aussi été l'année au cours de laquelle la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, a démarré ses activités le 1er janvier 2021. Cette zone de libre-échange unique, intégrant toutes les économies africaines pour que les pays africains commercent un peu plus entre eux plutôt que de commercer d'abord prioritairement avec les autres continents. Mais ça, c'est le contexte stable. En d'autres termes, en l'absence de la crise due à la pandémie, à la Covid, le chef de l'État aurait travaillé beaucoup plus sur ces thématiques. Mais la crise, la pandémie à la Covid-19 a créé une grande crise dans l'économie mondiale. Et cette crise a révélé de grandes inégalités. D'abord, les pays du Nord, les pays développés, ont réagi après l'arrêt des activités économiques en 2020. Les pays développés ont réagi de manière massive pour relancer leurs économies, en injectant entre 12 000 à 13 000 milliards, je dis bien 12 000 à 13 000 milliards de dollars dans leurs économies, alors que les pays africains avaient besoin de 252 milliards de dollars pour relancer leurs économies et ces ressources n'étaient pas disponibles. Très tôt, le président de la République avait participé à la déclaration de Paris qui avait permis de mettre en place ce que l'on a appelé l'initiative de suspension du service de la dette, parce que les pays africains frappés, durement frappés par la crise économique, se sont retrouvés, pour la plupart d'entre eux, dans l'incapacité de rembourser la dette extérieure. Et pendant toute sa mandature, le président de la République a continué à plaider pour l'extension de cette initiative qui, initialement, ne devait durer que 6 mois, c'est-à-dire couvrant la période de juillet à décembre 2020. Le président de la République a plaidé et a obtenu l'extension de cette initiative. Mais le grand moment fut finalement le sommet de Paris. Le sommet de Paris, en mai, 17-18 mai 2021, que le président a préparé avec le président Emmanuel Macron en avril de l'année dernière. Ce sommet a finalement permis de mettre sur la place publique
D'abord, l'injustice vaccinale à laquelle faisait allusion le professeur Ngokwe, l'injustice vaccinale dont souffrait l'Afrique, mais aussi l'insuffisance des moyens financiers pour la relance des économies africaines. Et c'est au cours de ce sommet de Paris que le principe d'une injection dans l'économie mondiale de 650 milliards de dollars sous forme de droits de tirage spéciaux. Les droits de tirage spéciaux, c'est une monnaie spécifique du Fonds monétaire international. Mais puisque cette création a été faite au niveau global, l'Afrique n'avait droit qu'à 33 milliards de dollars sur les 650. Et le plaidoyer du chef de l'État a été d'augmenter la part revenant à l'Afrique de 33 à 100 milliards. Ce plaidoyer s'est poursuivi de Paris au G7, au G20, et le plaidoyer va d'ailleurs être porté désormais par le président Macky Sall. Si vous avez suivi les discours bilan du président de la République et le discours d'acceptation du président Macky Sall, cette question reste encore d'actualité parce que pour passer de 33 milliards à 100 milliards, il faut que les pays développés acceptent de réallouer les DTS qui leur reviennent aux pays africains. Vous allez peut-être vous demander, mais quel a été le sort de la République démocratique du Congo dans ce combat? Vous vous souviendrez qu'au mois d'octobre dernier, la RDC a reçu 1,5 milliard de dollars du Fonds monétaire international, ce qui a porté nos réserves de change à plus de 3 milliards de dollars. Il s'agit là de nos 1,5 milliard sur les 33 milliards de dollars revenant à la RDC dans le cadre donc de cette initiative. Voilà ce qu'a été en quelques mots le combat mené par le chef de l'État partout dans les grands forats où il a eu à défendre la position des économies africaines face à la crise économique due à la pandémie à Covid-19. Je vous remercie. Merci, professeur. Vous allez m'excuser d'être allé trop vite en besogne, puisqu'il y a un sous-thème qui va être traité par M. Lucien Lumumba sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs et sur l'Union européenne. C'est la parole, Lucien. Merci, professeur. Bonjour à tout le monde. Au-delà de mes responsabilités de rapporteur adjoint en charge des questions administratives et financières, j'avais également la responsabilité au sein du panel de suivre les questions liées non seulement à l'Union européenne, étant donné mon passé de 20 ans sur les questions liées à l'Union européenne et aux ACP, et j'ai également fait le suivi des questions liées au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par le pair de l'Union africaine. En ce qui concerne les questions liées à l'Union européenne, nous avons eu ici à Kinshasa plusieurs réunions avec la délégation de l'Union européenne, avec certains membres du panel, pour voir ce qui sera le résultat d'ici la semaine prochaine, du 17 au 18, le sommet Union africaine-Union européenne. Le travail du panel était le travail avec les Européens pour dégager les sujets d'intérêt commun, et nous avons pu travailler effectivement sur des sujets qui nous intéressent. Comme vous le savez, c'est depuis 2017 qu'il n'y a plus le sommet Union africaine-Union européenne. La dernière, c'était en 2007, je crois, en Côte d'Ivoire, et il était question de relancer un 6e sommet. Initialement, dans nos échanges avec les Européens, il était question d'organiser ce sommet pendant que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était encore président en exercice de l'Union africaine. Mais malheureusement, pour des raisons d'agenda, et finalement, ça se déroule au moment où le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, devient président en exercice. Dans le point dégagé que l'Union africaine aura échangé avec les Européens la semaine prochaine, on a parlé des questions de Covid encore, et les financements des économies africaines post-Covid.
Nous avons également parlé des questions de migration et de mobilité. Et nous avons également travaillé sur comment aider les économies africaines pour aller de l'avant. Et comme d'habitude, quand il s'agit de l'Union européenne et des pays africains, il était question également de parler du dialogue politique et de la bonne gouvernance. Ce sont toutes ces questions que nous avons abordées avec les Européens, sans oublier bien évidemment les questions liées au changement climatique et à l'environnement. Quant aux questions liées au MAEP, le MAEP, nous avons adhéré au MAEP au mois de mars 2021. C'est un mécanisme, comme son abréviation et le mot l'indique, d'évaluation par le PER. C'est une réponse globale à la bonne gouvernance. Nous avons, au sein du cabinet du chef de l'État, constitué un groupe qui fait en sorte, depuis l'adhésion de la RDC en mars 2021, où nous avons fait une petite tournée de pays qui ont déjà adhéré à ces mécanismes pour voir comment nous l'installer ici au Congo. C'est un mécanisme qui, au-delà de la Cour de compte, de l'IGF, c'est un mécanisme global qui intégrera d'autres éléments pour que la gestion de la chose publique soit beaucoup plus intègre et, dirons-nous, de manière assez... merci. De manière, dirons-nous, classique d'autres pays. Donc voilà, au-delà de mes fonctions de cheville ouvrière du panel, dans l'accompagnement des différentes activités, je me suis également occupé de ces deux sujets majeurs qui, en termes de ce que nous gagnons, nous fera en sorte d'être un pays beaucoup plus crédible sur la scène internationale en termes de cotation au niveau de doing business avec la RDC. Je vous remercie. Merci bien, monsieur aussi. L'année 2021-2022 comme étant l'année de la percée diplomatique par excellence de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, regardant les choses d'un jeune diplomate, parce que jamais la République démocratique du Congo n'a fait preuve d'un leadership aussi fort au niveau continental et au niveau international que durant la mandature du président de la République à l'Union africaine. Pendant cette mandature, le rôle qui m'est revenu, c'était celui de rapporteur du panel. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais permettez que je puisse vous dire que j'ai eu le privilège d'être le très proche collaborateur du coordonnateur en ce qui concerne la gestion d'un sujet, d'une question. Vous savez que, on vous l'a dit, la mandature a été placée sous le thème culture, art et patrimoine, mais nous avons hérité d'un thème aussi important qui est celui de la campagne Faire taire les armes, qui est un thème qui était dévolu à la mandature de l'Afrique du Sud à l'Union africaine. Et sous ce thème, nous avons eu le privilège de conduire les négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie en ce qui concerne la gestion du grand barrage éthiopien de la Renaissance. Je crois que ça a été très bien suivi. Ce que nous pouvons retenir par rapport à l'action que nous avons menée sur cette question, c'est que nous avons premièrement réussi pendant une période difficile, la période de Covid, à réunir ici à Kinshasa ce que nous avons appelé la conférence de Kinshasa sur la reprise des négociations en ce qui concerne la gestion de cette question du barrage éthiopien de la Renaissance. Les acquis de cette conférence de Kinshasa sont connus. C'est que nous avons, grâce au leadership du président de la République, qui lui-même a pris son bâton de pèlerin pour sillonner tous ces pays, grâce, disais-je, à son leadership, on a su imposer une sorte de... On a créé une dynamique du dialogue. Parce qu'en fait, dites-vous que faire taire les armes ne veut pas tout simplement dire arrêter le conflit lorsqu'il s'est produit, mais aussi faire preuve d'imagination en ce qui concerne la prévention des conflits. Et là, la République démocratique du Congo a joué un grand rôle de leadership au niveau de l'Afrique pour faire en sorte que la dynamique du dialogue, le maintien de ce fil du dialogue en ce qui concerne la gestion de ce conflit empêche l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie d'entrer en guerre. Donc nous avons évité cette guerre et pour immortaliser la question,
nous avons eu encore un autre privilège, le double privilège, n'est-ce pas, de figurer sur une publication du professeur Toumba Luaba et du professeur Mobiala Motoy sur la gestion de cette question. C'est l'objet de l'ouvrage que vous avez, qui vous a certainement été distribué, sur lequel nous figurons également en dernière position en tant que chargé de, comment on dit, non, plutôt chef de travaux à la faculté de droit. Voilà, donc ça a été aussi un privilège, c'est un avantage également de cette mandature en ce qui nous concerne personnellement. Figurer sur la même page que le professeur Toumba Luaba, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Je m'en félicite et je prends l'opportunité de remercier les professeurs parce qu'en fait nous sommes sur leur trace, hein, parce que lui-même aussi, tout assistant, jeune assistant qu'il était, il a figuré sur les ouvrages du professeur Mokadiboni Ndesho Ruriose. Voilà, donc nous vous remercions, vous avez perpétué la tradition. Alors pour revenir à nos moutons, nous dirons tout simplement que cette année a été une année de la percée diplomatique de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Réussite là. Même lors de la dernière réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine, cela a été applaudi par tout le monde. Ce n'était pas seulement protocolaire. Cela a marqué déjà sur le plan diplomatique le retour en force de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, panafricaine et mondiale. On peut dire que la RDC est devenue un partenaire, un acteur incontournable dans la recherche des solutions pour l'Afrique et pour le monde. Vous avez vous-même remarqué qu'un des paramètres que nous utilisons en relations internationales, en théorie des relations internationales, c'est le nombre de visites diplomatiques, aussi d'ambassades qui s'ouvrent. C'est que le pays, à partir de ce moment, est devenu attractif dans les relations internationales. Et vous n'avez qu'à voir combien d'ambassades étaient encore présentes ici à Kinshasa. Et là, si vous voulez affiner l'analyse, voir la qualité et le degré de représentation, parce que maintenant, nous passons des chargés d'affaires à des ambassadeurs full qui sont ici. D'autres pays ouvrent des ambassades, donc le pays devient attractif. Bien que nous soyons en retard, mais nous sommes en train de faire un effort aussi pour placer des ambassadeurs full là où il n'y en avait plus. Le nombre de visites diplomatiques. Mais ce que vous oubliez, que dans le sillage des visites diplomatiques, des délégations, il y a toujours la composante économique. Donc nous devons développer cette intelligence économique et je crois le nombre d'accords qui ont pu être conclus. Je ne sais pas, professeur Mokoko, si je peux me permettre de dire que les investisseurs se bousculent un peu aux portes du Congo. C'est l'impression que j'ai. Évidemment, il faut mettre tout cela en cohérence, il faut gérer, il faut assurer les suivis. La RDC est vraiment de retour. La RDC est devenue une solution à des problèmes qui se posent dans le monde. Pas seulement au niveau climatique, où nous sommes la deuxième forêt du monde. Et encore, je vois de nouvelles analyses qui, avec ce qui arrive un peu à l'Amazonie, qui sont en train de se demander si ce n'est pas le Congo qui est devenu ou qui est en train de devenir le premier poumon économique du monde, surtout avec des découvertes comme la tourbière, et ainsi de suite. Et je dirais dans le domaine de la diplomatie,
Pour la première fois, Monsieur l'ambassadeur, c'était au mois de juillet, la réunion du Conseil de sécurité sur le GERD. Pour la première fois, depuis 1960, au Conseil de sécurité, je dis bien depuis l'indépendance, au Conseil de sécurité, le Congo est intervenu non pas comme un objet, non pas comme un problème. Depuis 1960, on intervenait comme un problème. Il était question de la crise congolaise, du problème congolais, de la situation congolaise. Mais là, nous sommes intervenus comme un pays solution. Le Congo a été écouté dans ses efforts pour réconcilier ces trois pays-là. Mais c'est fantastique. On a vu surgir, nous avons fait, sous l'impulsion du chef de l'État, un grand effort pour réunir toutes les compétences dans tous les domaines. Et je crois là, le chef de l'État y a réussi. Et ce qui s'est passé à Kinshasa en avril, les négociations tripartites intergouvernementales, c'était au grand étonnement de tout le monde. Toutes les ambassades et les services diplomatiques du monde étaient ici. Et c'est le lieu ici de souligner également que sous le président de la République, sous sa mandature, on a aussi percé dans le positionnement des Congolais. Actuellement, nous avons une dame, j'oublie son nom, faut pas, oui? Ah, Nadège Tangou. Je note que M. Lucien a bien retenu son nom. Alors maintenant que la présidence a été cédée au Sénégal, que devient le panel? Continuez à exister comme tel. Vous devenez quoi après la présidence de l'Union africaine? Ensuite, au sujet de l'ouvrage qui retrace l'histoire de la République démocratique du Congo destiné aux enfants, préfacé par le président de la République, comment s'en procurer? Est-ce que ce sera un ouvrage gratuit à acheter dans les librairies? Comment ça va se faire la distribution? On a 4 langues nationales. Est-ce que vous avez pensé à les traduire dans les 4 langues nationales, sachant que tous les enfants ne comprennent pas très bien le français, même si c'est notre langue institutionnelle officielle? Je pense que après la remise reprise, nous élaborons le rapport général d'activité qui envoie des finalisations et qu'après le dépôt de ce rapport général, le panel prend fin 1 mois après la remise reprise. Je crois que le directeur de cabinet de la présidente de la République a eu l'amabilité d'ailleurs de me rappeler que le panel prend fin le 7 mars. Donc c'est très clair. En ce qui concerne mon sort, j'espère que je vous ai suffisamment convaincu que j'ai séparé un peu français. Donc si vous avez besoin de compléter votre équipe, je pourrais faire acte de candidature.